Bonjour. Puisque la pandémie nous prive des conférences en salle, la Pup en vol a décidé d'enregistrer quelques conférences. Et j'ai l'honneur de faire le premier essai avec l'enregistrement de la conférence sur l'intelligence artificielle que je devais donner en mars puis en octobre 2020. Cet enregistrement sera divisé en 3 parties. D'abord l'historique de l'évolution de la conception de l'intelligence artificielle, puis les principaux courants de développement actuels, et enfin dans la 3e partie, les applications actuelles et les évolutions futures. De tout temps, l'homme s'est toujours servi de son intelligence pour s'adapter à son environnement, créer des outils, se faciliter les tâches par des moyens extérieurs et se prolonger vers de nouveaux concepts comme les religions, les arts, les techniques. Progressivement, il a cherché à traiter mathématiquement le processus de sa propre pensée. Et c'est sur cette projection que se fonde l'intelligence artificielle. Les 2 images que vous voyez sur cette diapositive symbolisent la transposition de l'intelligence de l'homme vers l'intelligence artificielle, depuis l'imaginaire, sur la première image de gauche, jusqu'à la réalité sur l'image de droite. Reprenons cela. L'image de gauche, vous avez une représentation de Galatée et Pygmalion. Pygmalion était un sculpteur qui avait créé une statue magnifique, Galatée. Il en était tombé amoureux et la déesse Aphrodite, voyant cela, décida de donner la vie à Galatée. Ça, c'est l'imaginaire. Sur la figure de droite, vous avez un robot humanoïde qui s'appelle Sophia. On aura l'occasion de la voir s'exprimer au cours de la 2e partie de cet exposé. Ces êtres, créés par la mythologie, comme Galatée, ça a évolué au cours des temps, au Moyen-Âge, avec l'alchimie. Quelques exemples, l'homoncule de Paracels. Paracels était un médecin suisse qui avait soi-disant créé un homme miniature à partir de rien. On pensait jusqu'à Pasteur d'ailleurs qu'il y avait de la génération spontanée. Autre exemple, le golem de la tradition juive, c'était au départ une statue humaine en argile qui avait pris vie pour devenir un esclave des humains. Après cela, on a toujours essayé de reproduire encore des choses qui ressemblaient aux vivants, avec les automates, comme Al-Jazari, un ingénieur mécanicien qui avait créé des automates humains dans les années 1200. Je parlerai aussi de Vaucanson, en 1750, qui est célèbre pour des automates tels que le joueur de flûte ou le canard digérateur, un canard que l'on voyait absorber des aliments, les digérer et les déféquer. Et puis, là aussi, chose amusante de l'histoire, des canulars, comme le célèbre turc joueur d'échecs, créé par un Autrichien, von Campelen, qui présentait cet automate dans les différentes cours royales à cette époque et battait très souvent des joueurs d'échecs. Et en fait, c'était un homme de petite taille qui était caché à l'intérieur de cet automate et qui permettait de jouer ses parties. Dans la littérature aussi, il y a eu
des tas de choses qui ont été écrites. Les hommes artificiels, comme Frankenstein en 1823, qui était un homme construit à partir de morceaux de cadavres, ou Pinocchio en 1881, qui était un pantin en bois à qui on donnait vie. Et puis, toutes ces pensées, les philosophes n'étaient pas les derniers pour réfléchir à cette intelligence. Et ils ont essayé de réfléchir à une pensée déductrice ou à une pensée rationnelle. Pensée déductrice avec, par exemple, Aristote et Euclide, avec l'exemple célèbre des syllogismes, dont, par exemple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ou la pensée rationnelle, développée par Descartes et en particulier Leibniz, je calcule, donc je raisonne. Tout ça nous amène à voir qu'il y a une relation entre l'intelligence et les machines à calculer. La première machine à calculer, la pascaline, développée par Blaise Pascal en 1632. Puis des machines programmables. La première en date, un métier à tisser de Jacquard en 1831. C'était un métier qui permettait de faire des motifs différents grâce à des cartes perforées différentes qu'on introduisait dans la machine. Et ça a inspiré Charles Babbage en 1834 pour sa calculatrice programmable, le premier programme ayant été écrit d'ailleurs par Lady Lovelace, qui était la fille de Lord Byron, et son prénom c'était Ada, et en l'honneur de cette première programmatrice, il y a un programme aujourd'hui qui existe et qui s'appelle Ada. Bon, tous ces progrès technologiques, fin 19e, début 20e, amènent au premier ordinateur en 1939. Il n'était pas très puissant, il faisait une opération par seconde. On verra par la suite qu'on en fait beaucoup plus. Alors, on peut dire que le précurseur de l'IA, c'est Alan Turing. Alan Turing était un mathématicien qui était déjà fort connu avant-guerre, mais qu'il a été encore plus pendant la guerre parce que il dirigeait une équipe d'un millier de scientifiques et d'ingénieurs qui étaient chargés de décoder la machine à crypter Enigma qu'utilisait l'état-major allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale pour envoyer les ordres aux différentes armées en Russie, en Afrique du Nord, aux différents sous-marins, U-boats qui patrouillaient dans l'Atlantique et qui étaient chargés de détruire les convois de bateaux de ravitaillement entre les États-Unis et l'Angleterre. Il est aussi connu pour avoir essayé de mettre en place une façon de savoir si on a affaire à une intelligence ou pas, avec le test de Turing. C'est un jeu, c'est basé sur un jeu d'enfant, devine qui je suis, c'est-à-dire qu'on a une personne, un opérateur qui est devant un écran, qui pose des questions, et de l'autre côté de l'écran, il y a des réponses qui arrivent, et ces réponses sont telles que l'opérateur doit décider si les réponses viennent d'un ordinateur ou viennent d'un humain. Alors, le terme de intelligence artificielle, sa naissance vient d'une conférence qui a eu lieu à Dartmouth, au collège de Dartmouth, dans le New Hampshire, aux États-Unis, sur la côte nord-est, en 1956. Vous savez que
Les scientifiques aiment bien se réunir à des périodes où le temps est agréable, dans des endroits privilégiés, pour pouvoir discuter sur quelques semaines d'un sujet particulier pour le faire avancer. Des exemples précis comme le congrès Solvay en France, où vous aviez, et ça j'en ai parlé à l'époque, en 1911, un congrès célèbre sur la mécanique quantique. Alors là, ici, dans cette conférence de Dartmouth, un certain nombre de scientifiques de l'époque connus, comme Claude Shannon, Minsky, McCarthy ou Rochester, ont essayé de concevoir, ou de débuter la conception de systèmes modélisant la complexité de l'intelligence artificielle. Alors ça a tout de suite intéressé les militaires, parce qu'on était en pleine guerre froide, et par exemple, on essayait de traduire le plus vite possible du russe vers l'anglais, donc des systèmes automatiques, ça pouvait être intéressant. De même, il y avait tous des systèmes d'écoute sous-marine qui permettaient d'enregistrer les bruits rayonnés par les sous-marins soviétiques qui passaient par la mer du Nord, par la Méditerranée, etc. Et il fallait traiter très rapidement ces bases de données, alors que on avait des opérateurs spécialisés, ce qu'on appelle dans la marine des oreilles d'or, mais pas très nombreuses et très spécialisées. Donc si on pouvait automatiquement pouvoir détecter et classifier ces sous-marins, c'était quelque chose de très intéressant. Donc les financements sont arrivés très rapidement aux États-Unis par la DARPA, le Department of Advanced Research Program, en Angleterre le MOD, Ministry of Defense, en France la DGA, Délégation Générale de l'Armement, etc. Donc là je vais arrêter cette première partie puisque j'arrive maintenant au moment où je vais parler des différents concepts de l'intelligence, des méthodes d'utilisation d'intelligence artificielle. Donc je vous remercie.